Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission Droit de savoir, une émission d'information et d'actualité. Il est un secret pour personne que le Congo fait partie des pays qui consacrent le plus gros de leur budget, dont la défense et l'armement. On rappelle, en 2018, le Congo consacrait près de 290 milliards de francs CFA pour la défense, alors qu'on était déjà en pleine crise économique et financière. En 2014, le Congo a consacré plus de 350 milliards de francs CFA pour la défense et l'armement. Vous me direz certainement, c'est tout normal parce qu'un État doit protéger ses citoyens et l'intégrité nationale. Le problème, c'est que ces armes ne respectent pas les mesures de sécurité. Elles échappent souvent au contrôle, faute d'un fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, le FINIADA. Voilà qui nous préoccupe aujourd'hui. Nous recevons donc sur ce plateau pour en parler Monsieur Christian Noah Gombe. Il est spécialiste en sécurité et en stratégie de défense. Christian, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrin. Alors, le FINIADA, nous l'avons défini en quelques mots, bien entendu. Est-ce que tu peux nous en parler, un petit résumé sur ce que c'est que fichier et, dans le cas du Congo, est-ce qu'il existe? Fichier national d'interdiction, d'acquisition et de détention illégale d'armes, donc lesquelles sont répertoriées, autorisées à avoir des armes à feu, catégorie d'armes, comment elles sont destinées. Donc, il y a le départ et à l'arrivée. Il y a des circuits de vente normale d'armement, il y a des circuits d'acquisition d'armement. Et lorsque la ligne directrice n'est pas respectée, on tombe dans l'illégalité. Un État peut procéder à l'achat illégal d'armes lorsque ces armes déjà ne sont pas répertoriées, lorsque cela ne vient pas du besoin du ministère de la Défense. Mais dès l'instant que les armes sont achetées par des canaux normaux et la distribution est mal faite, ou bien la distribution n'est pas rendue du point de vue du ministère de la Défense, on tombe là dans l'illégalité. Quel est exactement le risque encouru par un État qui n'a pas le fichier, donc le FINIADA, et pour quelles raisons un État s'en détournerait-il? Une sécurité fragile, l'accès à des mercenaires étrangers. Donc le mercenaire, c'est comme ça devient comme un job. Le mercenaire vient au Congo, il vient remplir une mission. Combien sont ceux des mercenaires étrangers qui sont titulaires d'un passeport du Congo-Brazzaville? La justice, elle se copte avec la police. Le ministre de l'Intérieur qui est le chef de la police. Quelles sont ses missions? Un État qui fragilise sa propre sécurité et un État qui n'arrive pas à différencier qu'est-ce qu'un état de siège, qu'est-ce qu'un état d'urgence, conductible ou non reconductible, dans le cas de la loi martiale, et quels sont les rapprochements d'un état de siège qui peut basculer en loi martiale. La loi martiale, je le répète, visant à limiter les attroupements de manière temporaire. Et l'état de guerre, lorsqu'il y a état de guerre, on ne déclare pas, avec une information faible, un actuel chef d'état-major général des armées de type sourd-muet. Un autre aspect, acquisition normale par l'État et le ministère de la Défense, mais utilisation illégale, puisque c'est quelqu'un au sein du ministère de la Défense qui va partager de l'armement de manière illégale. Ça fait légal au début, illégal au milieu, illégal en sortie. Oui, Christian, quand tu me parles de l'acquisition légale des armes, oui, distribution légale, distribution illégale, ça me fait penser au procès où le général Nyangabwala disait que c'est eux qui fournissaient les armes à Ntoumi. Je ne sais pas si vous avez suivi ce procès. Dans ce procès, nous sommes dans le deuxième aspect, acquisition légale, distribution illégale, usage illégal, puisque dans les mains profanes, puisque dans les mains des gens qui n'ont pas qualité déjà du métier d'armes. Et l'usage est illégal, nous avons vu tout récemment, c'est quelqu'un à bord d'un taxi qui a dégoupillé une grenade pour tuer quelqu'un qu'il a reconnu, ce qu'on appelle le crime passionnel, dit-on qu'il sortait avec sa femme, etc. Ou bien, on a vu dans les quartiers, il y a braquage avec vol à main armée. S'il y a un matricule, la balistique, on retrouve que l'arme appartenait par exemple à un policier de la circulation routière qui est autorisé à faire usage de son arme, mais au dernier recours, s'il est menacé, s'il est pris en étau par exemple, ou bien si en état de guerre, en état de siège, à quel moment il a le droit de sortir son arme à feu pour se défendre.
pas pour tuer un citoyen. Pourquoi le Congo-Brazzaville manquerait-il donc de ce fichier? Le Congo-Brazzaville vit en état de siège permanent. On ne dit pas la vérité. Au sortir de ce qu'on appelle la guerre de 5 juin 1997, ce sont les milices Cobra, vainqueurs de la guerre de 97, qui s'installent et qui prennent les postes de commandement au sein des forces armées. Il y a une forme de stress quotidien permanent puisque telle est la circulation des armes à feu et de continuer d'acquérir des armes, même pas simplement armes à feu, d'acquérir des armes de guerre, même de manière illégale. Un État terroriste, un État policier et le terrorisme d'État. Et je pense que l'absence de ce fichier justifie aujourd'hui la recrudescence des violences, des attaques à main armée, des braquages au Congo tels que nous le suivons tout le temps. Je dirais oui. L'État congolais fragilise sa propre sécurité. Pourquoi? La présence des milices privées qui n'ont pas été dissoutes, la présence de camps de formation. On forme des jeunes, ce qu'on pouvait qualifier avant d'enfants soldats. Ils sont pris à la hâte avec des critères de sélection qui ne sont pas des critères de voie de concours. On prend des jeunes, soit de sa région, soit de son ethnie. On forme au maniement des armements lourds pendant que le Congo, République du Congo, n'a pas été en guerre face à un voisin immédiat. Il y a des accords de non-extradition avec ses voisins immédiats. Il y a des accords de non-agression avec ses voisins immédiats. On approche d'une élection présidentielle. Même les corps diplomatiques tremblent. L'annonciature apostolique. Enfin, tu es en train de décrire un État tout à fait terroriste à t'écouter, c'est cela? C'est par des faits. À l'approche d'une élection présidentielle, nous avons 2 grandes ambassades au Congo-Brazzaville qui font partie de notre vie diplomatique du point de vue des affaires étrangères et même par leur mission. L'ambassade de France fait une communication, par exemple. Par rapport à le contexte actuel, il renforce son niveau de sécurité. L'ambassade des États-Unis d'Amérique fait pareil. Par rapport au contexte actuel, il renforce son niveau de sécurité. Renforcer son niveau de sécurité peut arriver à déplacer le personnel non essentiel de l'ambassade, si ce sont vraiment en danger. Tu fais état des ambassades qui prennent un peu ces mesures pour sécuriser le personnel, par exemple, mais que ferait donc la population? Puisqu'apparemment, là, vous décrivez ce que j'ai semblé comprendre lorsque je vous entends. Le Congo est un pays à haut risque et maintenant qu'on approche, par exemple, aux élections présidentielles, le risque est beaucoup plus élevé. Et dans le même temps, c'est sûr et certain que dans la masse, dans la population, il y a aussi cette inquiétude. Si les ambassades arrivent à prendre ces mesures, que ferait donc la population, elle, pour ne pas servir, par exemple, de chair à canon, en cas, par exemple, des conflits? La population doit se rapporter à un certain terme, un terme anglophone, KYC, Know Your Customer. Vous devez connaître votre client, vous devez connaître votre agresseur. Un État agresseur déjà, vous faites des vivres alimentaires, vous faites des provisions alimentaires. Si vous vous déplacez temporairement dans une autre ville, le comité du quartier, vous échangez des informations de bouche à oreille. Si vous signalez des situations suspectes, des comportements suspects, vous devez connaître votre quartier. Vous faites à pied la ronde de votre quartier. Quels sont les points d'entrée, quels sont les points de sortie? Vous communiquez efficacement. Vous rentrez un peu plus tôt à la maison. On a le cas de légitime défense. On a vu Ankaï, le cas de l'assassinat de Merveille. Comment le peuple a dit non. Donc on atteint un certain trop-plein et de comment un peuple, une commune, une ville qui s'organise peut faire dans un premier temps de l'autodéfense, de la légitime défense. Oui, mais faire cette, l'autodéfense, comme vous l'avez dit, légitime défense, bien entendu, la population se sentant en insécurité voudrait bien entendu manifester son mécontentement, mais là aussi, il y a la répression, elle se retrouve parfois devant une armée, en fait, qu'on appellerait, entre guillemets, une milice, très répressive d'ailleurs. Quand la population, on veut faire face, par exemple, à un régime qui lui paraît beaucoup trop dangereux, est-ce qu'il y a des méthodes, sans faire usage, bien entendu, de la violence? La population peut adopter une posture vigipirate. Un vigipirate numéro 2, c'est-à-dire un retour à un niveau de sécurité renforcé, de faire barrière déjà. Si vous avez un parent, un enfant, fils, cousin, parent qui est dans la police nationale ou dans l'armée, vous lui rappelez de penser à la déontologie du métier. Un policier, un militaire qui tire sur un civil qui n'est pas en armes et de plus qui n'est même pas concerné par des questions politiques, c'est un massacre. Si ça pourrait être déclaré de crime de guerre ou de crime contre l'humanité, même de génocide.
Donc, adopter une posture de défense, d'autodéfense, de ville morte. Oui, dans un premier temps, vous dites que la population peut s'auto-défendre. Mais nous sommes, en fait, nous avons assisté à certains cas, bien entendu au Congo-Brazzaville, où, évidemment, lorsqu'on prend certaines mesures pour se dire, je prends un peu ici l'exemple du 20 octobre 2015, où une manifestation, la désobéissance civile avait été donc appelée par l'opposition congolaise. Pourtant, la population était dans ses droits de manifester, mais nous avons vu l'armée, entre guillemets, cette police, descendre et massacrer les jeunes. On a compté plus d'une trentaine de morts. Cela renforce encore l'illégalité. Il y a des mesures conservatoires qui peuvent être appliquées. Donc il y a des lois du point de vue des Nations Unies, du point de vue du droit international. Il y a la loi 8, un état de sauvegarde préventive. Les grandes migrations, j'ai dit, une forme de politique de la terre brûlée. Vous sentez que le vote ne tient pas, les conditions ne sont pas réunies. Vous adoptez une forme de légitime défense, donc la loi 8. La loi 8, en fait, donc, cela vise un état de guerre de siège. Quand je dis guerre de siège, c'est pas la guerre des coups de feu. Guerre de siège, donc, ce sont des places fortes. C'est de se battre, de prendre possession des lieux de pouvoir. C'est pas moi qui le dis, mais c'est du point de vue du droit international. Donc, quels sont ce qui peut être appelé comme les lieux de pouvoir? C'est les lieux là où s'exerce le pouvoir. Et c'est des lieux, ce sont des places fortes. Gare ferroviaire, port, aéroport, Centre national de radio et de télédiffusion, ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, l'Assemblée nationale. Ça peut être l'énergie, SNE au Congo, SNDE, distribution d'eau. Donc les commissariats de police et tout, il ne s'agit pas de tuer des gens. Vous prenez ces places fortes, c'est comme une forme d'occupation. Nous faisons face à un pouvoir qui est déjà dictatorial et nous occupons ces places fortes pour dire que non, nous libérer des prisonniers. Donc la prison est une place forte. En prenant une place forte, vous libérez en même temps les prisonniers qui sont dans cette place forte. On a vu des cas de voisins vigilants. Lorsque le milicien Zulubat vient abattre des gens froidement à l'arrondissement numéro 1, Lumumba-Pointe-Noire, on n'a pas attendu l'autorisation de sa sainteté, le pape, pour pouvoir se défendre. 3 ou 4 véhicules de fonction de commandement incendiés. Les boutiques ont dû fermer beaucoup plus tôt. Il fallait évacuer le périmètre. Les populations se sont mises en sécurité elles-mêmes. Lorsque une partie des bérets rouges, ce qu'on appelle les super commandos, venant du bataillon Saint-Michel, qui est proche de l'aéroport Agostino Neto de Pointe-Noire, vient en urgence, il vient simplement circonscrire le périmètre. Il ne va pas tirer dans la foule parce que dans la foule, il y a des policiers en armes qui essaient eux aussi de se défendre. Bon, le commissariat de police de Lumumba a pris quelques égratignures, mais on a limité la casse par rapport à un acte délibéré d'un milicien, soi-disant sergent ou bien quoi, et qui a abattu froidement pendant la période électorale. Quel est le rôle de la police vis-à-vis des populations civiles avant, pendant, après cette période électorale? Tu parles d'un état-major qui ne communique pas, mais pourtant dans le cas par exemple du 17 octobre 2016 à Pointe-Noire, nous avons vu le responsable même, c'est-à-dire le commandant de zone militaire, que je ne citerai pas le nom ici, lui-même en personne, arriver sur place et menacer les manifestants et les leaders. Et j'ai entendu de mes oreilles le monsieur dire « Je suis venu avec un sélecteur ouvert ». Vous êtes de la sécurité, j'espère que vous avez compris le terme. J'ai compris parfaitement, oui. On tombe là dans la loi 10, la loi dite du fructidor. Quand le fruit est mûr, il tombe tout seul. Ou bien on peut dire en termes familiers, trop, c'est trop. Les villes, les communes sont appelées à se libérer face à un pouvoir dictatorial. C'est la charte universelle des peuples libres. Il y a même des articles inclus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Face à l'oppression, les peuples sont appelés à se libérer. Il est venu avec un sélecteur pour faire. D'accord. Et qu'en est-il de sa propre famille, s'il a mis toute sa famille à l'abri? Qu'en est-il de l'état de guerre déclaré, si un mouvement se déclare, un mouvement de libération, un mouvement de révolution, un mouvement de revendication, mais qui est bien déclaré?
dès qu'il y a un barème de 25 morts, du point de vue de l'Organisation des Nations Unies, vous faites part qu'il y a 25 morts de votre côté, il y a 25 morts de part et d'autre, ou bien il y a 25 morts en plus de 25 jours sans solution, cela peut faire bouger suffisamment les lignes au niveau de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU ne viendra jamais au Congo-Brazzaville déployer des casques bleus, déployer ses forces, s'il n'y a pas un certain travail en intérieur. Je peux citer le cas du Burkina Faso avec le mouvement Balai Citoyen. Ils ont trouvé comment faire, déjà par la loi 8, en prenant les lieux de pouvoir. Les lieux de pouvoir sont assiégés. Ils sont tombés dans la loi 10, la loi du fructidor. Le fruit est mûr, il tombe tout seul. L'armée est restée neutre, permettant aux manifestants d'occuper ces lieux de pouvoir. Et il y a eu exfiltration du président en place, Blaise Compaoré. Deuxième cas, le cas du Soudan. Le gouvernement en place, Omar El-Béchir, l'ex-président, a forcé l'augmentation du prix du pain, qui est l'événement déclencheur. Un mouvement citoyen est lancé visant à mettre en place la loi 8, la prise rapide des lieux de pouvoir. L'armée est restée neutre. Ils sont tombés dans la loi 10, dite du fructidor. Le fruit est mûr. Et chez eux, c'était un trop, c'est trop. Et il y a eu la non-ingérence étrangère. Il y a même eu des tribunaux d'exception, voire un peu expéditifs. Ils ont fait assez rapidement. Le dernier cas, pour ne pas être trop lent, le cas de l'Algérie. Numéro 1, ils commencent par refuser une ingérence étrangère. Ils font eux-mêmes l'application de la loi martiale en réduisant les attroupements, en réduisant l'application d'un couvre-feu. Les manifestants venaient de manière organisée sans pourtant avoir accès à tous les lieux de pouvoir. L'armée étant restée neutre, ils ont abouti, mais différemment, pacifiquement, à la démission du président Bouteflika qui a shifté, qui a remis le pouvoir, oui, mais d'une autre façon. Mais là, tu es dans le cas où l'armée est neutre. Tu l'as bien précisé et tu as insisté là-dessus. Dans le cas du Congo, ce n'est un secret pour personne. Tout le monde sait que l'armée est partisane. À ce moment-là, que doit faire la population? L'élément déclencheur qui commence les hostilités, celui qui tire la première cartouche. Je suis venu avec un sélecteur ouvert. D'accord, je suis venu avec un sélecteur ouvert. Nous sommes plus nombreux que le nombre de cartouches que tu as dans un seul magasin. Ce qu'on appelle un chargeur, vulgairement. Je suis venu avec un sélecteur ouvert. D'accord. Nous avons pris la résolution d'une terre brûlée. On brûle tout. Il est commandant de zone. Il sait de quoi je parle. Secrètement, ils ont formé le 332e bataillon des fusiliers marins, formé en Chine. Des commandos marins qui ont tu as dit 332e bataillon des fusiliers marins. Ce sont des commandos marins les commandos marins formés en Chine qui ont pour objectif principal la protection et la sécurisation des plateformes d'installation pétrolières onshore, offshore. Tu parles de ce bataillon curieusement formé par la Chine pour sécuriser les installations pétrolières en majorité françaises. Il y a quand même un paradoxe. Le paradoxe, il y a oui, mais cela venait déjà d'un secret. Ne plus tout confier à la France. Bien que la France ait des accords diplomatiques et des accords militaires, notamment dans la formation des marins. On ne peut pas modifier, ce sont des accords de défense avec le Congo. Le commandant de zone vient parler d'un sélecteur ouvert. À lui seul, il ne pourra pas sécuriser toutes les installations. À lui seul, il ne peut pas déclencher une opération de sauvegarde. On va ramener là, en fait, une implosion au sein même des FAC, les forces armées congolaises. Il y aura peut-être une partie des militaires qui vont dire que trop, c'est trop. Il a porté la tenue, c'est pour servir l'État. Ce n'est pas pour aller massacrer des populations civiles. Il y aura des pro-dictatures, contre-dictatures. Nous avons l'ANC, African National Congress, en Afrique du Sud. Mais il y avait la branche armée de l'ANC, je veux dire, l'Inkatha. Il y avait des gens qui ont milité. Il y a la révolution, donc la révolution haïtienne. J'ai parlé du cas de Haïti parce que c'est tout un système qui a changé. Et malheureusement, c'est le prix du sang. Il y a de ceux qui ne verront pas la libération du Congo, mais ils sont présents en esprit. Ceux qui ont donné leur vie pour ce pays, ceux qui ont travaillé fidèlement et qui ont été trahis. Vous connaissez l'adresse physique de ces hommes politiques, de ces gens qui ont mal travaillé, de ces soi-disant opposants de façade et qui mettent la vie des Congolais en danger. En cas de révolution, en cas de troubles sociaux, politiques, le casier judiciaire est 100% vierge. Les populations sont appelées à se défendre, à s'autodéfendre.